de la population de cette Église avec les autres fidèles des autres pays, ils cherchent à travailler ensemble pour asseoir l'Église dans leur pays. Nous avons l'expansion et relations internationales. Vous trouvez ça dans le chapitre 5 des statuts de l'Église. Comme j'ai dit tout à l'heure, les chefs spirituels signent et ratifient des accords, sont des accords bilatéraux et multilatéraux. Alors, dans le cadre de l'expansion, nous avons fait un exercice ici. Vous m'excuserez, s'il y a encore d'autres pays où l'Église est installée, ce sera très bien pour nous de nous donner l'information pour compléter ce tableau. Vous avez les continents africains, européens, Amérique et Asie. Vous trouverez en Afrique, il y a 10 pays où l'Église est installée. Quelle est l'observation que nous pouvons faire pour les pays africains où l'Église est installée? Nous trouvons d'abord l'expansion dans les 9 pays voisins. Mais les pays les plus importants où l'Église est installée, compte tenu de l'aspect culturel, entre la province du Bas-Congo, vous avez le Congo-Brazzaville et vous avez l'Angola. Ce matin, nous avons eu des témoignages tout à l'heure, n'est-ce pas, en ce qui concerne l'expansion. Donc, les pays les plus importants, du point de vue quantitatif, de nombre de fidèles, nous prenons la République démocratique du Congo, nous prenons l'Angola, nous prenons la République du Congo et les autres pays suivent. En Europe, nous avons encore 10 pays aussi. Et généralement, là-bas, nous voyons qu'en Belgique, j'ai suivi un documentaire sur la télévision kimbanguiste où il y avait une manifestation à Bruxelles et qu'un groupe de musiciens d'ici et des autorités d'ici sont allés jusqu'à Bruxelles. Cela montre l'importance de l'installation de cette église à Bruxelles. Aux États-Unis, en Amérique, si vous voulez, s'il vous plaît, en Amérique du Nord, nous avons le Brésil et le Canada, pardon, les États-Unis et le Canada. Et en Afrique, en Amérique du Sud, nous avons le Brésil. En Chine, suivant les informations que nous avons eues, l'Église est installée en Chine, donc il reste la concrétisation de cette installation. Donc on pouvait remarquer que, effectivement, l'Église kimbanguiste, c'est un acteur parce que les actions que l'Église kimbanguiste mène sur le plan national, nous les trouvons à travers nos frontières. Et c'est là où l'Église kimbanguiste va jouer un rôle important de visibilité dans notre politique étrangère. Alors, influence des kimbanguistes dans le monde. Nous avons l'action missionnaire pour garantir l'expansion transnationale. C'est ce que l'Église est en train de faire, d'aller ouvrir d'autres églises dans le pays à travers le monde. Deuxièmement, l'action pour promouvoir et sauvegarder les intérêts moraux, idéologiques et culturels. Ça, c'est la pensée de base de l'Église kimbanguiste. À travers là où l'Église existe, on se réfère à toutes ces actions-là. Et finalement, l'action pour infléchir l'action des décideurs dans les domaines de la morale, de la justice et de l'équité. Voilà le rôle important que l'Église kimbanguiste doit jouer dans la société congolaise et dans les sociétés où l'Église est implantée. On revient à la vision de Simon Kimbangu. Il cherche une société, une communauté de paix à travers le monde. C'est ainsi que l'Église doit continuer à mener ses actions, contribuer à la résolution de conflits, contribuer à chercher les voies et moyens pour le développement économique, social du peuple. Alors, quelle est la vision? Nous voyons là, vous voyez, tous les grands chefs qui se sont succédés jusqu'au dernier. Leur vision, c'est la dignité de l'homme. Ça, c'est la pensée de base, la dignité de l'homme.
Le vecteur, action transnationale, les actions concernant le développement, l'éducation. Vous allez, si vous quittez demain matin pour aller vers Mazangungu ou pour aller vers Matadi, vous allez voir des actions que mène l'Église, n'est-ce pas, dans le cadre de l'éducation, dans le cadre de la santé. Et ce sont les mêmes actions que l'Église amène dans le pays d'accueil, là où l'Église s'est installée. Alors, visée morale plus équitable. Donc, l'Église amène l'objectif à atteindre, il faut qu'il y ait cette morale plus équitable à travers le monde. Alors, en conclusion, qu'est-ce que nous pouvons dire? L'Église Kimbangi est un acteur des relations internationales à cause de ses actions transnationales qui dépassent nos frontières. Et se conforme au droit interne des États d'accueil. Comme nous l'avons dit, le processus en vue de l'acquisition du statut du sujet de droit international avec droit de délégation active et passive peut se réaliser si l'Église signe avec l'État congolais un accord de cession d'un territoire sur lequel cette Église exercera sa souveraineté partielle. Et cela va permettre à l'Église Kimbangiste d'avoir des représentants qui va affecter ou qui va accréditer dans le pays où existe l'Église, dans les organisations internationales, où la voix de cette Église est importante dans la recherche des solutions aux problèmes du monde ou des continents. Elle doit solliciter le statut d'observateur dans les organisations internationales, universelles ou régionales. Ce statut observateur va permettre à l'Église Kimbangiste de participer, de prendre la parole, de donner son point de vue sur les problèmes du monde. D'ici longtemps que cette Église n'a pas encore ce statut d'observateur, ça va rester tout simplement sur le plan spirituel et les grands problèmes, les grands débats, l'Église sera absente. L'intérêt de la RDC, présenter le kimbangisme comme une manifestation de sa politique extérieure. Du fait que l'Église kimbangiste participe aux actions à l'extérieur avec les États, donc la République démocratique du Congo a des relations diplomatiques, ça augmente la visibilité de notre pays à travers cette Église. Envisager la possibilité de décréter une journée du nationalisme à fixer à une date importante de la vie du prophète Simon Kimbangu, au cours de laquelle les actions sociales d'intérêt national seraient posées à travers le monde. Ça, c'est une idée pour que nos petits-enfants et ceux qui vont venir après, ils vont se souvenir de cette personne importante qui a su mobiliser le monde entier à partir de sa vision, de sa pensée. Je crois que c'est une demande légitime, comme l'ont fait les Sud-Africains. Mandela Day. Mandela Day est caractérisé par un service de visibilité à la nation, d'intérêt commun. Et dernièrement, ils l'ont fait à l'université de Kinshasa. En 67 minutes, ils ont repeint 2 auditoires, refaire la lumière. Je crois que ça reste marqué dans l'esprit de nos étudiants. C'est ce que nous voulons aussi, que Simon Kimbangu soit aussi marqué par nos esprits, par nos pensées. Et je vous remercie. Merci, professeur Laban, pour votre excellente exposition qui nous permet de comprendre la vocation universelle du kimbanguisme
véhiculée à travers les 3 visions du prophète, 3 visions qui sont vecteurs des manifestations de la République démocratique du Congo, qui le projettent dans le concert des nations, à l'encontre des valeurs universelles, contre l'injustice, contre la discrimination raciale, qui busque la restauration de la dignité humaine et la valorisation des valeurs africaines, comme la valorisation aussi des valeurs des autres sociétés. Et je crois que votre communication va justement dans la même direction que la communication antérieure, qui voit le prophète Simon Kimbangu non seulement dans le contexte national, qui montre sa dimension internationale et mondiale universitaire. Et nous aurons encore tout à l'heure, quand nous terminons, quelques commentaires qui seront faits par notre rapporteur. Donc, je vais appeler pour... Je vais appeler pour passer à la table le professeur Luis Beltrán. Oui, parce qu'il a des problèmes de santé. Oui, je sais, c'est mon ami, je dois le discipliner. Voilà, nous sommes en train sans doute de suivre attentivement les différentes interventions avec des exposés brillants. Nous avons donc suivi d'abord le professeur Bioya, professeur à l'université de Lubumbashi, qui nous a donné en tout cas de la matière avec son brillant exposé. Il faut donc signaler que le professeur Bioya a présenté un Kimbangu géopoliticien et par là il a donc essayé un peu de donner je vais vous demander de l'importance même de la vision de Papa Kimbangu dans les contextes de relations internationales, où il a même dit l'homme noir deviendra blanc, l'homme blanc deviendra noir. Et cette parole prophétique est d'une grande force, d'autant plus que l'homme noir doit en profiter pour arrêter des ambitions des autres et imposer ses ambitions. C'est donc ce qui va faire Excuse pour être un peu lent pour y arriver. Je pense que nous allons rentrer du côté Son de la Éminence, conférence. Cette fois-ci pour chef spirituel le professeur Louis de Beltrán. l'église kimbanguiste, Simon Kimbangu Kiangani, Papa Sako Kiangani, chers amis, chers collègues, amigos y colegas de la República de Angola y los países africanos de expresión portuguesa, oficial portuguesa. Oui. Je voudrais parler justement aussi d'un sujet autour des relations internationales et la situation, le contact des religions entre deux régions du monde l'Amérique et l'Afrique, et concrètement sous-région, l'Afrique subsaharienne et l'Amérique latine, l'Amérique hispanique. Il est important d'analyser le phénomène de la possibilité de ces contacts religieux à travers l'étude, l'analyse des relations internationales. Mais d'abord, il y a un mot que je vais prononcer et qui représente beaucoup en Amérique latine, c'est le mot africania. Pour plusieurs pays, notamment le Cuba et la région des Caraïbes, africania, c'est simplement l'apport africain en Amérique latine, l'apport culturel.
Mais je dois ajouter que, bon, je ne crois pas exagérer, qu'à ce moment, on fait de l'histoire. On fait de l'histoire parce que le mois prochain, dans la ville de La Ceiba, République d'Honduras, il y aura le premier sommet mondial des afrodescendants. Ce ne sont pas les professeurs, les intellectuels qui ont réussi à réunir aux afrodescendants d'Amérique. Ce sont des organisations de base. Il y a 3 jours, était ici parmi nous le secrétaire exécutif de ce premier congrès, de ces premières réunions au sommet, M. Alvarez, qui vous a adressé la parole dans cette salle. Ça d'une part. D'une autre part, nous sommes l'année 2011. 2011 a été déclarée par les Nations Unies l'année internationale de l'afrodescendant. Et last but not least, évidemment, cette année, et en ce moment, tient lieu la conférence internationale sur Papa Simon Kimbangu. Ces événements réunis peuvent changer, je ne dis pas le cours de l'histoire, ça serait trop dire, mais peuvent changer beaucoup de choses, notamment la perception sur l'apport culturel, l'apport humain de l'Afrique en Amérique, concrètement en Amérique latine. S'il y a dans l'histoire des relations internationales et dans l'histoire une omission, un oubli, c'était bien et c'est bien jusqu'à maintenant l'oubli, l'omission de l'africanie, de l'apport africain en Amérique. Je considère que cet oubli est très grave, parce que d'abord, il ne permet pas de comprendre ce que c'est l'Amérique latine. C'est impossible d'analyser aujourd'hui l'Amérique latine sans tenir compte de l'apport africain, de l'élément africain, de la racine africaine ou des racines africaines. C'est un oubli, c'est une omission inacceptable. En même temps, c'est une omission injuste. Et c'est là que la bataille des intellectuels doit commencer. Nous sommes en ce moment à Kinshasa, République démocratique du Congo. Est-ce qu'on connaît quelles sont les actions, quelles sont les activités, je ne dirais pas dans le passé, mais commençons par cette année même, 2011. Qu'est-ce qu'on a fait au Congo à ces propos? Bon, il y a justement, dans le cadre de cette conférence, on a fait allusion, on a plusieurs communications, mais je crois qu'il faut se demander au Congo, il faut se demander bien, car de l'autre côté de l'Atlantique, vous avez la lingua conga à Cuba, car de l'autre côté de l'Atlantique, vous avez les danses congo à Panama, en Colombie, car de l'autre côté de l'Atlantique, vous avez aussi des toponymes, vous avez des villes, Congo, Kwango, etc. Donc, rien que pour le cas du Congo, on a déjà, je pense, un vaste terrain, d'abord pour voir quelles sont ses racines, d'où vient. Je vais vous mettre un exemple qui est encore valable, aujourd'hui encore. Tout le monde, enfin ici, connaît que la racine kondo se réfère à la banane. Eh bien, le prix Nobel de littérature, le prix Nobel colombien de littérature,
Gabriel García Márquez, dans son livre 100 ans de solitude, il parle d'un village imaginaire, Macondo. Alors, quand vous voyez le dictionnaire de l'Académie royale de la langue, il y a l'entrée Macondo, et vous voyez, vous pouvez lire arbre propre de la famille de Bombacé, qui est propre de la Colombie. Bon, on est d'accord que aussi on appelle Macondo cet arbre, mais si vous le montrez avec l'appui de 30 langues congolaises, où le mot Kondo, Macondo, Dikondo, etc., veut dire banane, et que lorsqu'on l'avait demandé à M. Garcia Marquez, mais c'est vous qui inventez le mot, il y a longtemps de ça, il a dit non, je n'ai rien inventé, simplement que je suis passé par, je faisais un tour, et je vois là-bas une entrée qui dit plantation de bananes Macondo. Bon, ça m'a plu et je l'ai adopté. Bon, jusqu'à présent, des lettres sur le phytonyme en question ont été écrites, etc., mais toujours l'Afrique. À travers ces personnes, ces États qui ont quitté contre leur gré, bien entendu, personne ne veut aller faire une promenade dans ces conditions, que ces personnes, ces hommes, ces femmes, ils avaient évidemment des mains, bien sûr, ils ont travaillé avec, mais qu'ils ont laissé beaucoup, beaucoup de choses, des éléments qui sont dans la culture latino-américaine. Évidemment, tous, vous tous, nous tous, connaissons la musique, puisque voilà, il y a Papa Wemba même qui a appris un peu Viva la Musica et tout cela, qui venait aussi de l'Amérique, donc qui entre vraiment avec, qui est très proche à la musique africaine, moderne, bien entendu, c'est le mouvement de flux et reflux, mais il y a la langue, il y a la littérature. Si vous analysez la littérature afro-hispanique, qu'est-ce que vous allez voir? D'une part, la similitude avec la littérature africaine contemporaine, les soucis de liberté, de démocratie, enfin, tout cet engagement social qui caractérise la littérature moderne, contemporaine, africaine. La religion, parce qu'on doit aborder le thème de la religion. Mais ici j'ai un livre, simplement. Il dit Cuba, la grande nganga. Ce n'est pas catalan, ce n'est pas français. Nganga, vous imaginez d'où ça vient, vous connaissez tous ce mot. Et ça, c'est que aussi, il y a une présence religieuse. Parce que quand les Africains, et notamment de la région du Congo, et il ne faut pas penser que uniquement les esclaves provenaient de la côte, pas du tout, venaient aussi de l'intérieur. Alors il y a eu un rendez-vous évidemment des cultures africaines en Amérique, un processus de transculturation, donc de contact des cultures africaines en territoire américain. Alors, dans cet aspect de la religion, le pauvre homme, la pauvre femme qui est arrivée en Amérique en plein désarroi, parce que les conditions du voyage étaient dures. Rien que le bateau, le fameux bateau qui transportait les esclaves, laissait un nombre indéterminé de morts, des suicides en général. Parce que lorsque, évidemment, il y avait une possibilité d'avoir une mobilité, immédiatement, on s'est jeté à la mer. Ces hommes, pour survivre, ont dû aussi se faire accompagner de ces croyances religieuses. Et dans un état de captivité qui caractérise la société esclavagiste, il fallait une stratégie.
Premièrement, pour la survie. Ensuite, à quoi peut-on recourir dans ces circonstances? Aux croyances qu'on avait amenées de l'Afrique. C'est ainsi que, notamment dans 2 pays, mais aussi dans d'autres, mais concrètement dans le cas de Cuba et dans le cas du Brésil, vous avez ce culte syncrétique afro-cubain, afro-brésilien. Mais parlons Congo, parlons Bantou, parlons ici. Quand je disais Nganga, mais vous reconnaissez, eh bien, il y a un culte, enfin une religion, pardon, qui a 5 variantes. Ça s'appelle la règle de Palo Mayombe. Je crois que vous connaissez le mot Mayombe, n'est-ce pas? Bon, cette règle qu'au fond, on peut traduire en français par la religion de Mayombe, où les officiants sont les Mayomberos, où on parle en langue Congo, en Kikongo. Et il y a évidemment, je disais, quelques variantes. Il y a la variante de la règle de Palo Mayombe, de Palo Monte, et il y a une qui, je dois